messieurs, de vous retrouver encore dans cette émission Le Siège. C'est un plaisir pour vous retrouver chaque semaine dans cette émission qui décrypte l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Nous, avec vous, nous sommes aussi à l'affût de tout ce qui est actualité politique en République démocratique du Congo et nous vous présentons les leaders d'opinion et tous ceux qui pensent avoir une réflexion à poser sur le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Siège. Il n'est plus à présenter. Celui que nous recevons aujourd'hui dans cette émission, il est déjà passé sur cette émission, mais également un habitué des médias. Il est au cadre du parti Alliance pour le Changement, parti cher au président Jean-Marc Kabound, avec lequel nous allons revenir sur les enjeux de l'ordre de la politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous M. Ghislain Mwangi, avec qui nous allons revenir sur la politique en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous M. Ghislain Mwangi qui n'est plus à présenter dans les médias, surtout dans la ville de Kinshasa. Avec lui, nous revenons encore sur les enjeux de l'heure, de la politique, en passant par le Parlement et toute autre question d'actualité. Bienvenue, M. Ghislain. Merci, Madame Grasse. Je suis ravi d'être votre invité encore aujourd'hui. Alors, on va commencer par la première question, celle sur laquelle nous débutons généralement cette émission. Comment se porte la RDC selon votre regard aujourd'hui? Bon, écoutez, nous avons eu à poser un regard sur notre pays depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la situation continue de s'aggraver. La situation devient de plus en plus alarmante du fait que, sur le plan sécuritaire, c'est le périmètre national qui est aujourd'hui mis en danger. Notre territoire est conquis par de belligérants et désormais contrôlé par de forces étrangères. Surtout, vous entendez toujours être évoqué les cas de RDF, les forces de défense du Rwanda. Et sur le plan politique, nous avons une crise politique qui continue donc son bon nombre de schémas. Nous avons aussi sur le plan de la gouvernance, cette gouvernance tâtonneuse du régime en place qui continue aussi à causer des dégâts et surtout à imposer une vie misérable à nos populations. Donc, la situation du pays est au rouge. Il faut à tout prix que l'homme politique, mais plutôt que tout le parti prenant au processus politique de notre pays, puisse s'en préoccuper. Non, rien ne marche finalement. Rien ne marche et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai bien dit que le regard est datant, mais cependant, aujourd'hui, je pense qu'il est plus que temps que nous puissions agir et non que nous restions spectateurs à voir comment le bateau Congo est en train de couler du fait de son commandant de bord qui, pour nous, est en train de le conduire sans boussole et surtout sans repère. Vous parlez tout à l'heure de la situation sécuritaire, la guerre à l'est du pays, ça fait plus de 20 ans que la RDC connaît cette situation avec les récentes rébellions et l'AFC, la naissance de l'AFC. Que préconisez-vous pour que finalement cette guerre s'arrête? Bon, écoutez, lorsque vous évoquez la durée de la situation sécuritaire dans notre pays, vous semblez la vouloir chronique. Ça fait plus de 20 ans, mais ce n'est pas là l'excuse. Il y a à chaque époque dans notre pays, il y a eu le régime Kabila qui d'ailleurs a connu la genèse de cette situation d'insécurité avec la rébellion de l'AFDEL et toutes les péripéties qui s'en sont suivies. Mais en plus de cela, aujourd'hui, nous avons un nouveau régime qu'il faut tenir pour responsable. Parce qu'à l'époque de Kabila, nous avons été peut-être critiques, nous avons peut-être contribué, aidé ou nous n'avons pas peut-être aidé, mais nous avons une expérience d'une république agressée sur fond d'un certain complot ourdi à l'échelon international par les multinationales et les puissances prédatrices, et ensuite par ce que nous considérons comme l'incitation à des conflits
communautaire, ethnico-tribal. Mais tout cela fait en sorte le cause à la fois endogène et exogène de l'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Mais cependant, il y a le responsable politique, les dirigeants de notre pays. Donc l'ère Kabila étant donc déjà dépassée, nous sommes à l'ère Félix Tshisekedi, et c'est donc une responsabilité première du chef de l'État en personne, parce qu'il prête serment sur ces engagements-là, de défendre l'intégrité du territoire national, de maintenir l'unité nationale, de gouverner le pays, de conduire le pays vers une voie de salut, une voie de développement. Donc aujourd'hui, c'est la responsabilité de celui qui est au pouvoir à son premier mandat, tout comme à ce début de son deuxième mandat, mais qui continue à démontrer qu'il est loin de résoudre cette situation, mais surtout qu'il est loin de trouver des politiques assez efficaces et surtout sévères pour que nous puissions changer de paradigme. Et on parle de la diplomatie agissante du président de la République. Mais là, écoutez... il y a des négociations. Ce sont des prétentions. Ce sont des prétentions. Vous savez, l'avantage que donc un novice ou un nouveau président, un nouveau régime peut avoir, c'est un avantage éphémère. Il n'est que dans le début de son entrée en fonction. Le président Tshisekedi, dans ses débuts de la présidentielle, en tant que président de la République, il avait ces avantages-là, d'avoir toutes ces prétentions, de promettre aux monts et merveilles congolais, d'annoncer une diplomatie donc agissante ou de décréter une puissance de fait pour l'armée congolaise. Mais après 6 années de gouvernance, on n'est plus dans les prétentions, on doit vérifier dans le fait. Est-ce que cette diplomatie peut être aujourd'hui côté agissante? Non. Elle a plutôt été pour nous une diplomatie de complaisance vis-à-vis de nos partenaires bi- et multilatéraux. Elle a été une diplomatie de jérémiade vis-à-vis des pays agresseurs et de ses forces rebelles. Elle a été une diplomatie de grande compromission au regard de ce que nous avons donc dénoncé en son temps, la surmilitarisation de notre territoire avec de forces de contingents venant de l'EAC tout comme de la SADC. Et donc aujourd'hui, je peux l'affirmer que la partie est de notre pays est, à la suite de cette diplomatie prétendue agissante, est la partie du monde la plus militarisée. Et donc, vous imaginez les dangers que nous courons aujourd'hui, ni les forces nationales, ni nos services de sécurité, encore moins notre police, peut se prévaloir imposer l'État congolais sur le 2 345 000 territoires. Parce que vous le savez, il y a des cités, des territoires déjà sous contrôle de forces non étatiques. Mais finalement, les États-Unis aussi préconisent, et des fois, on a parlé de la trêve humanitaire. Ça n'aide pas cette trêve finalement pour avoir la paix? Vous savez, en situation de guerre, toutes les mesures d'apaisement, de désescalade sont souvent profitables. Profitables, premièrement d'abord, pour les populations civiles victimes de ces guerres. Vous savez que la guerre a causé beaucoup de déplacements internes en termes de millions, a causé la mort, a causé des génocides, s'il faut bien le qualifier, et surtout des épidémies, des maladies, une situation humanitaire aussi grave. Cependant, cette trêve proposée par les États-Unis d'Amérique, pour nous, ne peut pas être suffisante. Il y a déjà plus de 10 ans, donc je vois même bien avant que le président Tshisekedi n'entre en fonction, que la République démocratique du Congo a non seulement dénoncé ses agresseurs, mais a aussi des rapports au niveau international, notamment les rapports mapping et d'autres rapports des Nations Unies, qui démontrent clairement que la situation sécuritaire de notre pays est alarmante. Est-ce qu'il faut que nous puissions nous contenter d'une simple trêve qui va durer, ou d'ailleurs qui n'est même pas totalement observée, qui va durer quelques semaines, alors que le belligérant, alors que les forces de défense rwandaises demeurent sur le territoire congolais? Je crois qu'il est... Pour vous, la solution, c'est la guerre? La solution, nous sommes de ceux qui prônent la diplomatie de la guerre. C'est d'ailleurs ça, la vision de l'Alliance pour le changement. Et dans toutes les situations de conflit, s'il faut négocier ou envisager des solutions,
Au départ, il faut tenir compte des rapports de force. Récemment, avec beaucoup d'outrecuidance, le président rwandais Paul Kagame affirme ou reconnaît, parce qu'à l'époque il niait le fait que les forces armées rwandaises ne soient pas sur notre territoire, même si on avait déjà brandi des preuves de ceux qui ont été capturés. Mais désormais, M. Paul Kagame affirme, reconnaît que le RDF sont sur notre territoire et qu'il ne voudrait pas qu'on lui demande pourquoi ils sont là, qu'on demande plutôt au Congo pourquoi nous sommes là. Vous imaginez si une diplomatie de la guerre, si un front militaire sérieux, un front militaire de puissance était engagé vis-à-vis de tous ces agresseurs, est-ce qu'un pays comme le Rwanda, ce que moi je considère comme une nation naine, pourrait défier la grande nation congolaise et envoyer allègrement ces militaires balader sur notre territoire, s'aimer la mort, piller nos ressources? Non. Donc, le vrai problème ici, au-delà de la solidarité internationale, qui parfois, il faut la remettre en question, parfois elle est hypocrite. Parce que les multinationales qui sont aussi en train d'alimenter les forces belligérantes, elles sont parfois américaines. Il faut que nous ayons aussi le courage de les dire dans notre narratif. Les multinationales, elles sont parfois européennes, elles sont parfois asiatiques. Toutes ces multinationales qui profitent de butins de guerre doivent sentir qu'il existe effectivement un État qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et lorsque nous parlons d'un État, madame, c'est donc là même le projet de notre parti. Notre projet vise à la refondation de l'État. La refondation de l'État dans sa dimension métaphysique, mais aussi dans sa dimension structurelle, institutionnelle, opérationnelle et dans sa capacité à imposer, d'abord, assurer la sécurité sur son territoire et pour ses citoyens, imposer l'ordre dans ses cités. Ça passe donc par une armée moderne, une armée proportionnelle à notre territoire, parce que je vais vous dire qu'ici, dans notre pays, les effectifs militaires sont méconnus des autorités. Je défie quiconque de venir nous dire combien d'hommes nous avons en termes de troupes armées et combien d'effectifs nous avons dans la police et combien sont à même d'engager la guerre. Si il faut le citer, vous comprendrez que nous avons derrière beaucoup de vétérans et les nouvelles recrues ne sont pas suffisamment encadrées et formées et opérationnalisées pour assurer leur rôle. Donc, il y a urgence que les dirigeants congolais puissent envisager, comme avec l'Alliance pour le changement, l'option de la refondation de l'État par le retour en force de nos forces armées, la professionnalisation de notre police et surtout reconquérir toutes les localités aujourd'hui contrôlées par l'ennemi. D'accord. Alors, Martin Fayulu a finalement préconisé le dialogue national. Il a été suivi par Denis Mukwege. Vous, dans l'opposition, est-ce que vous êtes pour cette solution ou ce semblant de solution? Bon, vous avez bien dit semblant de solution, parce que le vrai problème de notre pays n'est pas un dialogue. Le vrai problème de notre pays, c'est le leadership, c'est la gouvernance. Notre pays a besoin d'un leadership visionnaire, fédérateur. Et ce leadership doit être canalisé à travers un projet de société qui incarne cette grande vision du Congo, notamment, comme je l'ai cité, la refondation de l'État, le réajustement économique et financier adapté à nos défis, et ensuite engager une révolution sociale. Tout ça peut être étrié au travers différentes réformes qu'il faut engager et au travers une gouvernance rigoureuse et exemplaire, commençant par le magistrat suprême, son gouvernement, les institutions de la République, dont le Parlement et d'autres détenteurs de pouvoir, notamment le pouvoir judiciaire, et la vie étatique en elle, dans tous ces aspects, doit être implémentée par cette grande vision-là. Donc, Martin Fayulu, si il propose avec le docteur Mukwege un dialogue, c'est parce qu'il estime résorber une crise de légitimité qui lui est souvent attribuée. Vous savez que c'est quelqu'un qui a toujours été chantre de la vérité des urnes, quelqu'un qui, selon lui, estime pouvoir présider ou conduire ce pays dans une certaine dimension. Et le dialogue peut sembler, pour tout politicien, ça peut être M. Fayulu, je ne l'accuse pas forcément qu'il serait dans telle recherche, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais je pense que
Un dialogue est un rendez-vous des politiques pour les opportunistes et surtout pour les affairistes politiques. Donc vous n'alliez pas dans cette logique. Nous ne sommes pas. Vous, en tant que parti de l'opposition plutôt, vous Écoutez, n'alliez l'Alliance pas dans pour ça. le changement arrive sur l'arène politique en s'imposant comme une force alternative aux échecs de la gouvernance Tshisekedi. Voilà pourquoi nous ne venons pas avec des simples prétentions ou des ambitions politico-politiciennes. Nous venons avec un projet de société et nous estimons que le vrai problème, c'est ce qui s'est déjà passé lors du rendez-vous électoral de 2023. Ce rendez-vous a causé d'abord une exclusion intentionnelle de plusieurs forces politiques et des acteurs politiques à la course aux élections, soit à la présidentielle tout comme aux législatives. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'emprisonnement injuste du président Jean-Marc Aboud, qui était un potentiel challenger au président Tshisekedi à la présidentielle. Et ensuite, ces débâcles électoraux que nous avons connus pour les législatives, c'est en globo, ça a été une parodie d'élection. Et donc, déjà, s'il faut parler dialogue, il faut reconnaître à l'amont qu'il y a une crise de légitimité. Et ensuite, qu'il y a aussi une crise des compétences. Et en plus, il faut être clair, il y a incapacité de gouverner et de solutionner les problèmes du Congo. Et je crois que le format dialogue, s'il faudrait l'envisager, parce que c'est aussi une démarche démocratique et citoyenne responsable, qu'il faut donc admettre dans une certaine mesure, mais il faudrait que ces dialogues puissent avoir des termes, des références plus savantes et plus donc adaptées à notre situation, à notre crise sécuritaire et politique. Il faut ensuite, avant même qu'on puisse aborder ces termes de référence, rétablir les conditions des dialogues. Quelles sont les conditions des dialogues? Vous imaginez que nous sommes aujourd'hui dans un état dictatorial, du fait du régime en place, de par ses actes posés, les emprisonnements des opposants, l'acharnement politique contre l'honorable Jean-Marc Aboud et sa condamnation unique, les arrestations de plusieurs acteurs de l'opposition, le musellement de la presse, enfin, toutes ces raisons qui aujourd'hui sont présentées par même ceux qui sont allés dans la belligérance pour dire, écoutez, nous on ne va plus faire de la politique, nous allons dans la résistance, tout comme nous allons dans la lutte politico-militaire. Donc, ces dialogues, s'il faut qu'il y ait lieu, et s'il faudrait bien sûr que ce soit un vrai dialogue, il faudrait qu'il s'apprête à être d'abord inclusif, d'où la participation de tous les acteurs, et ensuite il faut qu'il soit global. Il faut aussi admettre que si nous devons évoquer les deux notions d'inclusivité et de globalité pour le dialogue dans notre pays, ça veut dire que le pays a reculé. La RDC, qui a déjà connu un dialogue inclusif et global à Sun City aux années 2002, se voit encore aujourd'hui revenir à cette option d'un dialogue. Pourquoi? Parce que le pays a connu un recul éhonté du fait du régime Félix Tshisekedi. Il n'y a rien de mal à s'assumer. Tout a été sabordé. Écoutez, trouver une solution, ça nous avons dit que c'est une option politique, démocratique, citoyenne. On peut bien le vouloir et on peut bien le faire, moyennant les conditions, ça veut dire la libération de prisonniers politiques, dont les cas les plus emblématiques du président Jean-Marc Kabound, et puis les rétablissements d'un climat bien équilibré pour que nous puissions parler de la République. D'accord. Voilà. On va parler finalement de la crise qui a l'UDPS parce que justement, le président de votre parti, l'autorité morale, est un ancien de l'UDPS. Nous ne reviendrons pas pourquoi il a quitté, dans quelles conditions il a quitté. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la cacophonie qu'il y a au sein même de l'UDPS, comment le voit-il? Comment l'Alliance pour le changement le voit? Ben écoutez, l'Alliance pour le changement aujourd'hui, c'est une formation politique à part entière. Mais cependant, on s'évite d'ailleurs d'être nostalgique de l'UDPS. Mais on ne doit pas nier plutôt l'histoire que, d'abord, l'initiateur de notre parti a été ancien dirigeant de l'IDPS. Et si effectivement, il a été la dernière décision du docteur Etienne Tshisekedi en termes de nomination comme secrétaire général. Et c'est à lui que le docteur Etienne Tshisekedi a légué la grande mission de conduire l'UDPS vers la victoire et de l'amener au pouvoir. Malheureusement, l'UDPS à laquelle a appartenu l'honorable Jean-Marc Kabound, l'UDPS d'Etienne Tshisekedi ou Ambulumba, l'UDPS de Jean-Marc Kabound ne plus ce que nous trouvons aujourd'hui à la 10e rue comme vestige, Comment ça? Qu'est-ce qui comme fait la différence? Anarchie et comme conglomérat de jouisseurs, des détourneurs
et de tous ceux qui sont aujourd'hui cités dans tous les cas d'abus de pouvoir durant le mandat du président Félix Tshisekedi. Nous pensons que le regret qu'il faut avoir, c'est que c'est un grand héritage, mais qui connaît aujourd'hui l'essor des mauvais héritiers qui ont décidé de s'aborder cet héritage. Et le président Kabound, avec l'Alliance pour le changement, nous voulons en sorte d'une sauvegarde, d'une pérennisation, d'un combat, pas ce combat seulement de l'UDPS, mais ce combat porté par Etienne Tshisekedi, ce combat porté par les martyrs et tous les Congolais épris de démocratie qui ont milité, qui ont donné de sacrifices pour qu'il y ait effectivement la démocratie et qu'il y ait l'avènement d'un changement. Nous voulons par notre dénomination, Alliance pour le changement. Parce que nous pensons que ceux qui sont restés à l'UDPS ont plutôt décidé d'être une alliance pour donc la mauvaise gouvernance, pour le conservatisme des mauvais goûts, pour le passéisme, pour l'immobilisme de notre pays. Mais nous voulons une alliance pour le changement pour ne pas nous éterniser sur la question de l'UDPS. Et nous invitons le Congolais à nous rejoindre au sein de l'Alliance pour le changement pour que nous puissions mener jusqu'à la victoire ces fronts de la lutte nouvelle pour l'avènement d'un changement radical dans notre pays, qui a été d'ailleurs le rêve de Etienne Tshisekedi et de tous ceux qui se sont battus avec lui. Le gouvernement souminois, on en parle encore. En juin dernier, elle a présenté le budget, elle a présenté le programme qui reprenait sur 5 ans tout ce que ce gouvernement est en train de vouloir faire. Finalement, après, je pense, juin, juillet, août, nous en sommes au mois de septembre. Y a-t-il quelque chose que vous espérez? Y a-t-il quelque chose de positif à en tirer? Écoutez, plus de 100 jours après l'entrée en fonction du gouvernement Judith Souminois, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, l'avantage qu'on a quand on entre nouvellement en fonction, c'est qu'on peut avoir toutes les prétentions. On a 100% prétention. Mais lorsque vous consommez du temps dans l'exercice de votre fonction, le peuple n'a plus besoin de gober vos prétentions. Le peuple vérifie votre action. Avez-vous été efficace? Il n'y a pas un seul secteur aujourd'hui qui envoie des signaux positifs dans l'action du gouvernement Judith Souminois. Nous avons jugé son programme d'action comme étant une chimère de plus qui venait nous présenter les régimes Félix Tshisekedi après d'autres programmes chimériques que nous avons connus, des programmes d'urgence de 100 jours, des programmes de développement de 145 territoires. Mais un pays ne peut pas être géré sans programme. Un pays doit être géré avec un programme. Il faut que ça soit des programmes sérieux. Il ne faut pas que ça soit des programmes. En quoi programmes... mesurez-vous que c'est un programme sérieux ou pas? Nous mesurons dans l'exécution. D'abord, même dans la conception. Lorsque vous voyez ces programmes-là, vous comprendrez que ce sont des gens qui se sont mis dans une salle de fiction et qui ont imaginé qu'ils pouvaient, en un temps record, mener telle action, tout en oubliant déjà leur défaillance chronique dans la gouvernance, notamment les abus dans la gestion de finances, les détournements de millions de dollars. Tous les projets, comme je l'ai dit, tous les projets chimériques présentés par les régimes Félix Tshisekedi ont été que de fiascos, ont été que des occasions, des enrichissements illicites, des détournements de millions de dollars. Ce ne sont pas mes allégations. L'inspection générale des finances, l'IGF aujourd'hui, a des tas de rapports qui n'ont pas connu de suite, même après leur... C'était sous le gouvernement souminois? Ben écoutez, mais je vous parle de... C'est ce qui a été, ce qui est même le jalon, le fondement du gouvernement souminois. C'est un gouvernement qui se fonde sur la mauvaise gouvernance, sur une gouvernance désastreuse, et ensuite ces gouvernements qui d'ailleurs est composé par plus de membres que le gouvernement précédent, Lunkamba, les mêmes acteurs qui ont été actifs dans le détournement et dans les abus de pouvoir, qui sont dans le gouvernement souminois. Vous pensez que les mêmes acteurs pourraient produire des résultats différents? Malheureusement non. Madame Souminois en personne, elle était au gouvernement Sama Lukonde comme ministre des Plans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a piloté. Ben écoutez... Les 145 territoires. Mais voilà, c'est ça le fiasco. Donc vous êtes arrivé là où j'étais. J'ai parlé du programme 145 territoires. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Et quel est l'état des lieux? Oui, j'ai vu un rapport qui a dit que sur les... Je crois qu'il y a un tiers d'ouvrages qui a déjà été donné. Madame Chako, vous êtes de la presse, vous avez le micro, vous avez une caméra. Si vous manquez de fonds, mobilisez les fonds, descendez dans les 145 territoires. Vous verrez que notre pays est en état de délabrement. La route Kalambambouji, toutes les voies nationales ne sont pas donc envisageables. Aujourd'hui, on ne peut pas
nous présenter un rapport. Aujourd'hui, on a besoin de voir en image ce que les 145 territoires sont devenus. Mais cependant, je peux vous affirmer que après le lancement de ces 145 territoires, tout comme d'autres projets similaires, l'IGF a en rapport plusieurs détournements de millions. Et parmi les détourneurs, il y en a qui circulent librement. Et il y en a que le chef de l'État lui-même a traité de chefs de famille, de pères de famille, qui ont droit à leur dignité et à qui on a demandé à certains enquêteurs, tout à certains lanceurs d'alerte, de ne pas dénoncer. Malheureusement, mais finalement, il y a l'impulsion malheureusement, c'est une protection du ministre suprême. de la Justice qui montre qu'il veut quand même finalement mettre fin à tous ces détournements, Constant Moutamba. Il donne un signal fort, un signal positif. Bon, écoutez, je trouve très mal la politique des déclarations. Non, Constant Moutamba est allé au fait. Avec le pouvoir exécutif, notamment le gouvernement, un ministère, on pose des actes. Moutamba, il faut le saluer, dans une certaine mesure, il a fait des descentes de terrain, malgré teinté de quelques donnes de populisme. Il a quand même pris des décisions pour envoyer un son dans son secteur. Mais cependant, est-ce que Moutamba peut nous expliquer aujourd'hui ce que la justice congolaise, notamment le procureur général près la Cour de cassation, aurait fait du père des familles Nicolas Kazadi, qui est cité dans des dossiers de détournement de plus de 400 millions de dollars pour le forage et les lampadaires. Qu'est-ce que Moutamba, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le pouvoir judiciaire en a fait? Est-ce que vous pensez qu'il suffit que le ministre puisse aller, comme je l'ai dit, dans son populisme pour assurer qu'il a pris par le corne le problème dans les secteurs de la justice, et que parfois on prend certains procès que l'on présente comme tous les procès qu'on a vus avec une certaine célérité sans respect de procédure, et qu'on s'assure que cela fonctionne? Non. La justice doit être pour tous, accessible à tous. Il y a aujourd'hui une décision produite par Moutamba qui revoit à la hausse le frais des dossiers judiciaires. Nous allons vers un cas où la justice appartiendra qu'aux hommes riches capables d'honorer ces frais-là. Il y a des sérieux problèmes. J'attendrai des organisations plus engagées comme ACAJ, comme tous les autres qui parlent de droits de l'homme, d'accès à la justice, dénoncer avec plus de précision ces genres de cas. Mais nous pensons qu'en tant que politique, nous restons dans le résultat. Comme je l'ai dit, tous les discours, toutes les prétentions, toute la campagne populiste faite a déjà connu son succès. Maintenant, nous attendrons dans l'action. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, il faudrait nous éviter ces spectacles que nous avons vus entre Constant Moutamba et le syndicat de magistrats, et surtout demander au ministre d'État de désormais respecter ce qu'il a dit à la dernière déclaration, une toute dernière question. Traiter en silence et en toute responsabilité les questions de son secteur. Puisqu'on parle de justice, une toute dernière question. Oui. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, a annoncé aujourd'hui même que le 16 septembre prochain, dans quelques jours, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples va ouvrir une audience publique contre le Rwanda. Finalement, c'est fait, finalement, c'est dit, c'est un grand pas. Bon, je peux rester dubitatif parce que nous savons ce que vaut certaines institutions internationales, notamment celles que vous venez de citer. Il n'y a pas dans l'histoire de ces actions... Mais on appelle les Congolais à mettre la pression sur cette cour. Écoutez, nous ne sommes pas un peuple à larmoyer. Nous ne sommes pas un peuple à quémander justice au niveau des instances qui parfois sont manipulées par les pays puissants, par les pays influents de la région, tout comme du continent, tout comme du système international. Nous pensons qu'il faudrait plus de politique et plus de moyens pour le ministère de la Défense et engager une diplomatie de la guerre. Nous devons être capables de terrifier le Rwanda, terrifier l'Angola, de terrifier tous nos voisins et de ne pas être ceux qui partent compter des millions de morts ou qui attendent certaines indemnisations comme on est en train de l'attendre pour ce qui s'était passé à Kisangani. Très bien, votre mot de la fin pour conclure cette émission. Nous continuons à inviter le peuple congolais à venir massivement adhérer à l'Alliance pour le changement. C'est parti initié par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, comme je l'ai dit, qui est aujourd'hui la réserve
de tout ce qui a eu de valeur de Tiens Tshisekedi et des autres martyrs qui ont lutté pour la démocratie et l'avènement d'un changement radical dans ce pays. Nos portes sont ouvertes, ils peuvent nous contacter au travers nos comptes sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous écrire, nous sommes ouverts et nous voulons qu'il y ait plus de Congolais, des hommes et surtout des femmes qui sont épris de changement, qui nous rejoignent et que nous puissions ensemble mener ces combats de valeurs. Monsieur Ghislain Mouadji, merci d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous, Madame Chakou. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission Le Siège. Ensemble avec mon équipe, nous vous disons merci de votre sympathique attention et fidélité semaine après semaine à ce programme que vous présente la RTGA. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à la fois prochaine avec le même plaisir.